Claire rentra chez elle alors que la nuit était déjà tombée. Son tablier à fleurs, qu'elle portait au salon de beauté, était taché de vernis, de crème pour les mains et de quelques gouttes de sueur. Elle avait les pieds enflés, l'estomac vide et un nœud dans le dos qui l'empêchait de respirer correctement. Mais rien de tout cela n'avait d'importance quand elle franchissait la porte de ce petit appartement et voyait ses enfants courir vers elle. « Maman N » cria Bastien, le plus jeune, en s'accrochant à ses jambes avec force. Théo, un peu plus âgé, leva simplement les yeux depuis la table, où traînaient des dessins inachevés. « Tu as apporté du pain » demanda-t-il sans arrêter de colorier. Claire esquissa un sourire fatigué, posa le sac sur la table et en sortit un petit pain pour chacun. Elle n'avait ni l'énergie ni le temps de préparer autre chose. Pendant que les enfants mangeaient, elle fit chauffer de l'eau pour leur laver les mains et le visage. Il n'y avait plus d'eau chaude depuis des jours, mais elle s'y était habituée. Ce soir-là, après leur avoir inventé une histoire sur un chat qui voyageait autour du monde, elle les couvrit avec une couverture légère, leur donna un baiser à chacun et éteignit la lumière. Seule, elle s'assit au bord de son lit. Elle ouvrit son porte-monnaie, quelques pièces, 2 billets froissés et une ordonnance qu'elle n'avait pas pu faire exécuter. Elle avait mal à la poitrine. Parfois, elle peinait aussi à respirer, mais elle ne pouvait pas se permettre de tomber malade. Si elle manquait le travail, Madame Margot la remplacerait sans hésiter. Elle regarda une vieille photo encadrée sur le mur, elle et ses enfants, à l'époque où ils vivaient encore chez sa mère. Encore quelques mois, pensa-t-elle, juste quelques mois de plus pour économiser assez et déménager ailleurs. Elle ne sut pas à quel moment son corps lâcha. Elle resta allongée, sans force. Le silence envahit la pièce. La ville grondait toujours à l'extérieur, mais dans ce foyer, tout s'était arrêté. À l'autre bout de la ville, dans un quartier où les voitures sont neuves, les rues propres et les maisons équipées d'alarmes, Léonard Dupuis consultait ses mails dans son bureau privé. Il avait 42 ans, portait des costumes sur mesure et suivait un agenda impitoyable. PDG d'une entreprise de produits surgelés. Son univers était fait d'efficacité, de résultats et d'absence totale d'émotion. Ce soir-là, sa femme lui avait laissé un mot, « Ne m'attends pas, je suis avec mes amis ». Il ne réagit même pas. Pour Léonard, la vie était un jeu de pouvoir. Il venait de loin, mais s'était construit grâce à la discipline et à des décisions froides. Il n'avait pas d'enfant et n'en voulait pas. Il préférait gérer des chiffres plutôt que des sentiments. Au fond de la maison, un chef personnel préparait son dîner pendant qu'il terminait un rapport. Il avait tout, argent, reconnaissance et contrôle, mais quelque chose le troublait. Dernièrement, il rêvait d'une fillette aux grands yeux qui lui demandait s'il savait ce que c'était que de se sentir seul. Il se réveillait le cœur battant. Il ne comprenait pas pourquoi. Il n'avait jamais été un homme à rêve, encore moins un enfant. Le lendemain matin, le bruit d'un camion réveilla Claire sauf qu'elle n'était déjà plus là pour l'entendre. C'est Théo, du haut de ses 8 ans, qui se leva le premier, se dirigea vers la chambre de sa mère et la trouva allongée, immobile. Il l'appela, la toucha, mais elle était déjà froide. Il sortit en courant, sans savoir quoi faire. Claire, 9 ans, entra ensuite. Elle vit le corps de leur mère. L'air sembla disparaître de la pièce, mais elle ne cria pas, ne pleura pas, elle resta là, le regard fixe, les poings serrés. On ne peut le dire à personne, murmura-t-elle sans regarder ses frères. S'ils le savent, ils vont nous séparer. Théo ne comprenait pas, Bastien non plus, mais il lui faisait confiance. Et c'est ainsi que le silence commença. Tandis que Léonard organisait une autre réunion d'affaires avec des cadres en costume et sourire factice, à quelques kilomètres de là, 3 enfants faisaient face au plus grand vide de leur vie. Et bien qu'ils ne le savaient pas encore, leur chemin allait bientôt se croiser. Claire referma doucement la porte de la chambre, comme si le moindre bruit pouvait briser ce qui restait encore debout en elle. Théo l'observait depuis le couloir, les yeux pleins de questions. Bastien, plus petit, jouait avec un bouchon en plastique, sans bien comprendre ce qui se passait. « Maman Endor ? Elle est malade ?» demanda-t-il d'une petite voix douce.
Claire mit quelques secondes à répondre. Oui, mais nous ne devons pas la déranger. D'accord. Le petit garçon acquiesça avec confiance. Elle lui ébouriffa les cheveux avec une tendresse qui lui faisait mal jusqu'au bout des doigts. Les heures s'écoulaient lentement. Le réfrigérateur ne contenait qu'un peu de riz cuit, une moitié de tomates et une carafe d'eau presque vide. Claire se força à réfléchir calmement. Elle prit le riz, le réchauffa avec quelques gouttes d'eau et le servit dans 3 assiettes en plastique. Elle laissa la sienne vide. Elle mangea les restes qui collaient au fond de la casserole. En silence. Le gaz ne fonctionnait plus correctement. La lumière clignotait, et depuis plusieurs jours, la facture d'eau n'était pas arrivée. Le monde semblait s'écrouler sur elle, mais Claire s'accrochait à une idée, si elle gardait tout en ordre, si ses petits frères ne se doutaient de rien et ne pleuraient pas, peut-être qu'ils pourraient rester ensemble. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise devant la porte de la chambre de leur mère. Elle n'entra pas, elle n'osait pas. Les jours passèrent. L'odeur commença à s'échapper par l'interstice de la porte. Elle essaya de la masquer avec une serviette mouillée. Elle utilisait du vieux parfum pour dissimuler. Elle ouvrait les fenêtres pour faire entrer un peu d'air. Parfois, elle pleurait en silence dans la salle de bain, mais en sortant, son visage était impassible. Théo commença à remarquer certaines choses. Pourquoi maman ne sort-elle jamais? Pourquoi ne va-t-elle plus au travail? Claire le regarda droit dans les yeux. Parce qu'elle est malade. Elle ne veut pas nous contaminer. Cela suffit à le rassurer un moment, mais chaque jour, il devenait plus difficile de maintenir le mensonge. Un midi, on frappa à la porte. C'était Madame Rose, la voisine. Elle apportait une assiette de haricots, du riz et des bananes plantains frites. Ma petite, ça fait des jours que je n'ai pas vu ta maman. Tout va bien? Claire prit une grande inspiration. Oui, madame. Elle a de la fièvre et très mal partout. Elle ne veut pas qu'on la voie dans cet état. Donia Rose fronça les sourcils, mais n'insista pas. Elle laissa l'assiette dans les mains de Claire et repartit lentement, jetant un dernier coup d'œil à l'intérieur de l'appartement. Ce jour-là, les enfants mangèrent comme si c'était une fête. Bastien suçait ses doigts. Claire ne toucha pas à sa part. Elle resta à fixer le plafond, faisant des calculs dans sa tête. Elle savait qu'il ne pourrait pas continuer ainsi encore longtemps. Elle savait que le silence avait ses jours comptés. Mais elle n'était pas encore prête à dire adieu ni à sa mère, ni à la seule famille qui lui restait. Ce même après-midi, Madame Rose ne parvenait pas à se débarrasser de son inquiétude. Elle vivait seule depuis plus de 10 ans et connaissait bien les bruits de l'immeuble. Elle savait à quelle heure Charlotte partait travailler, quand elle rentrait, et même quand elle se disputait avec les enfants parce qu'ils refusaient de se brosser les dents. Mais depuis quelques jours, l'appartement d'à accent grave côté était devenu un mystère. Aucun bruit, aucune voix d'adulte. Juste le bruit léger des enfants courant et une odeur étrange qui passait sous la porte et ne partait pas. Rose s'assit dans sa cuisine, regardant son café froid sur la table. L'inquiétude lui nouait l'estomac. Elle prit son téléphone, hésita. Elle ne voulait pas causer de problème si elle se trompait. Charlotte était discrète, mais c'était une bonne mère. Peut-être était-elle vraiment malade. Peut-être ne voulait-elle pas qu'on la voie faible. Mais quelque chose ne collait pas. Le lendemain, elle prépara plus de nourriture que nécessaire, du riz aux lentilles et un peu de viande mijotée. Elle frappa à la porte des voisins. Claire ouvrit, le visage propre mais les yeux cernés. « Bonjour ma petite. J'ai apporté de quoi manger. Je sais que ta maman aime la viande mijotée avec des pommes de terre. » Claire esquissa un sourire. « Merci, Madame Rose. Maman Endor. Mais elle vous remerciera sûrement. » La vieille dame tenta de jeter un œil à l'intérieur, mais la porte ne s'ouvrait que de quelques centimètres. Claire resta ferme, telle une petite gardienne. « Et elle n'a pas besoin de médicaments, demanda Rose. « Je peux aller à la pharmacie? On en a déjà. »
Elle a juste besoin de repos, répondit Claire en baissant les yeux. Merci de vous inquiéter. Rose déposa le plat et s'en alla, mais au fond d'elle, elle ne croyait plus cette histoire. Elle sentait bien que quelque chose n'allait pas, l'odeur devenait chaque jour plus forte, et les enfants étaient bien trop seuls. Cette nuit-là, Rose ne parvint pas à dormir. Elle se leva 3 fois pour regarder par le Judas. À 3 heures du matin, elle entendit Bastien pleurer. La télévision était éteinte, tout était silencieux, sauf ce sanglot discret. À l'aube, elle alla au marché et acheta du pain, du lait et des fruits. Elle frappa de nouveau à la porte. Cette fois, personne n'ouvrit. Elle attendit quelques minutes et frappa encore. Rien. Elle laissa les sacs sur le paillasson. Claire les ramassa plus tard, rangea soigneusement chaque chose comme s'il s'agissait d'un trésor. Mais elle ne pouvait plus cacher la vérité. Son estomac grondait. Théo demandait de plus en plus souvent où était maman. Bastien dormait habillé, car les nuits étaient froides et il n'y avait pas d'eau chaude pour le laver. Rose parla avec une autre voisine, puis avec le gardien. Personne ne savait rien, chacun avait ses théories, mais personne n'osait intervenir. Elle, oui. Elle appela les services sociaux. Elle ne donna pas son nom, elle expliqua simplement que 3 enfants étaient seuls dans un appartement et que quelque chose clochait. Elle donna l'adresse et raccrocha, le cœur serré. Elle s'assit dans son fauteuil habituel, les mains tremblantes. Quelques heures plus tard, 2 assistantes sociales et 2 policiers arrivèrent à l'immeuble. Rose ne se montra pas, mais elle écouta tout depuis sa porte. Ils frappèrent 1 fois, 2, puis plus fort. Claire savait que ce n'était qu'une question de temps. Elle ouvrit la porte en tremblant. Derrière elle, Théo tenait Bastien par les épaules. « Où est ta maman » demanda une femme d'un ton doux. Claire avala sa salive, regarda ses frères. Elle est dans sa chambre. Elle n'a pas bougé depuis plusieurs jours. Les larmes finirent par couler, elle ne pouvait plus les retenir. Et à cet instant, le silence qu'elle avait gardé pendant des jours se brisa à jamais. L'assistante sociale entra la première, d'un pas lent mais assuré. Elle tenait une chemise à la main et un visage qui tentait de rester doux, bien que ses yeux sachent déjà ce qu'ils allaient découvrir. Derrière elle, un policier resta à la porte pendant qu'un autre inspectait les lieux avec respect. Claire les laissa entrer sans dire un mot. Théo lui serrait fort la main. Bastien était resté immobile dans le salon, serrant son ourson contre sa poitrine, sans vraiment comprendre ce qui se passait. « Est-ce que je peux voir ta maman » demanda la femme. Claire acquiesça. Elle marcha jusqu'à la chambre comme si ses pieds pesaient 1 tonne. Elle ouvrit la porte lentement. L'air vicié s'échappa brusquement, et l'assistante sociale porta une main à sa bouche. Le policier derrière elle jeta un œil à son tour, son visage se durcit. « Il faut appeler le médecin légiste » dit-il à voix basse. « C'est une situation délicate. » Claire referma immédiatement la porte et resta là, debout, comme si elle voulait bloquer le monde avec son petit corps. « Qu'est-ce qu'il va nous arriver » demanda-t-elle presque en chuchotant. La femme s'agenouilla à sa hauteur. « Je m'appelle Rebecca. Nous sommes ici pour vous aider. Oui, personne ne va vous faire de mal, mais il faut maintenant vous emmener dans un endroit sûr. »« Est-ce qu'on va nous séparer » demanda Théo, les yeux grands ouverts, emplis de peur. « Non, pas si nous pouvons l'éviter, » répondit Rebecca, même si elle savait qu'elle ne pouvait pas le promettre. Claire ne pleura plus, ne cria pas. Elle hocha simplement la tête, comme si elle avait déjà vécu ce moment dans son esprit, encore et encore. Elle demanda quelques minutes pour préparer quelques affaires, un change pour chacun, 2 ou 3 photos, et une lettre que Charlotte avait écrite des mois auparavant, où elle parlait de ses rêves pour ses enfants. Pendant ce temps, la police avait bouclé la zone. Les voisins jetaient des coups d'œil discrets par leurs fenêtres, murmurant entre eux. Rose observait à travers l'entrebâillement de sa porte, le cœur en miettes. Elle n'avait pas voulu que cela finisse ainsi, mais quelque chose en elle lui soufflait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Dans la voiture de police, Claire était assise sur la banquette arrière, Théo endormi sur son épaule,
et Bastien serrant fort son ourson en peluche. Elle regardait dehors, les bâtiments devenant des ombres floues. Tout lui paraissait irréel, comme un rêve lointain. Comme si sa véritable vie était restée enfermée à jamais dans ce petit appartement. Rebecca tenta d'engager la conversation, mais Claire ne répondit pas. Elle était ailleurs, dans un endroit où les mots n'avaient plus leur place. Nous allons les emmener dans un centre d'accueil temporaire, expliqua la femme, plus pour elle-même que pour les enfants. Là-bas, ils auront à manger, un lit, des vêtements propres. Mais Claire ne pensait qu'à une chose, il n'y aurait plus de retour en arrière. 2 jours plus tard, le corps de Charlotte fut évacué de l'immeuble. Le rapport médical confirma un arrêt cardiaque. Aucune trace de violence ni de négligence extérieure, seulement une femme épuisée qui avait tout donné pour ses enfants, jusqu'à ce que son corps dise stop. Les enfants ne reçurent jamais la nouvelle de manière claire. Personne ne trouva les mots pour leur dire. Ils comprirent simplement que leur mère ne reviendrait pas. Et avec elle, disparaissait aussi le dernier endroit où ils s'étaient un jour sentis en sécurité. Le fourgon du service de protection de l'enfance s'arrêta devant un grand bâtiment peint de couleurs censé inspirer la joie. Une pancarte affichait « Maison, foyer, espoir ». Mais pour Claire, il n'y avait rien d'espérant là-dedans. Elle tenait fermement la main de Théo. Bastien dormait, la tête posée sur ses genoux, épuisé d'avoir tant pleuré. Une employée du foyer sortit les accueillir. C'était une femme au visage doux, les cheveux attachés, portant un gilet avec le logo de l'institution. « Bienvenue, les enfants. Je m'appelle Léa, dit-elle doucement, comme si elle comprenait que les mots trop forts pouvaient faire plus de mal que de bien. Entrez. On va vous donner un peu à manger et un endroit pour vous reposer. » Claire ne répondit pas. Elle descendit du fourgon en aidant ses frères. Théo regardait tout autour de lui avec méfiance. Bastien, encore à moitié endormi, murmura seulement le nom de sa maman avant de refermer les yeux. En entrant, la première chose qu'ils remarquèrent fut le bruit. Des enfants parlaient, couraient, pleuraient, riaient. C'était un chaos organisé. Il y avait des lits alignés, des sacs accrochés au crochet, et des jouets usés par le temps. L'endroit n'était pas laid, mais ce n'était pas un foyer. « Ils vont dormir ensemble ?» demanda Claire. Léa hésita une seconde. « Pour l'instant, oui. Nous leur donnerons un petit espace où ils pourront être tous les 3, mais cela pourrait changer plus tard. » Claire comprit tout en quelques mots. Plus tard, cela voulait dire que quelqu'un viendrait bientôt, demanderait les enfants, en emmènerait un, peut-être les 2, et elle resterait seule. Ce soir-là, les 3 enfants se blottirent dans un lit simple, partageant une couverture fine. Théo avait peur de fermer les yeux. Bastien, encore confus, demandait sans cesse où était leur maman. Claire leur racontait des histoires inventées, les mêmes que Charlotte leur disait avant de dormir. « Maman est née dans un bel endroit où il n'y a plus de douleur, dit-elle doucement, et de là-haut, elle veille sur nous. » Elle ne savait pas si ses frères la croyaient. Elle-même n'était pas certaine d'y croire, mais elle avait besoin de le dire. Les jours passaient selon un emploi du temps strict, petit déjeuner à 7 heures, cours à 9 heures, activité l'après-midi. Claire essayait de rester occupée, mais chaque fois qu'un adulte entrait avec des papiers à la main, son cœur se serrait. Elle savait ce que cela voulait dire. Un matin, pendant le petit déjeuner, elle surprit une conversation entre 2 éducatrices. Le jeune couple viendra rencontrer Bastien vendredi, et ils évaluent s'il est possible de garder les frères et sœurs ensemble, mais ce n'est pas simple. Il est petit, plus facile à placer. Le monde s'écroula pour Claire. Bastien, son petit frère, son bébé, pouvait partir sans elle. Elle serra les dents et fixa son assiette. Elle ne pouvait rien faire. Elle n'avait aucun pouvoir. Aucune voix. Le soir, elle écrivait dans un carnet qu'on lui avait offert le premier jour. Elle ne savait pas si c'était un journal ou une lettre adressée à l'avenir. Parfois, elle y notait des recettes que lui avait apprises sa mère. D'autres fois, des phrases comme « Je ne vous oublierai pas. Nous serons de nouveau réunis.
Je dois être forte. Pour eux. Cela lui importait peu que personne ne le lise. C'était sa façon de se promettre que cette histoire, même douloureuse, ne s'arrêterait pas là. Et ainsi, entre peur, silence et câlins nocturnes, Claire résistait parce que c'était tout ce qu'elle savait faire. Les dimanches à la maison d'accueil étaient différents, pas de cours, pas de devoirs. C'était le jour des visites et les couloirs se remplissaient de rires, d'embrassades et de promesses. Claire attendait avec ses frères assises sur un banc en métal face au jardin. Il n'était pas très grand, mais il y avait quelques arbres et une fontaine hors service. Ce dimanche-là, comme chaque semaine depuis leur arrivée, Madame Rose arriva avec son sac débordant. Elle apportait du pain sucré enveloppé dans des serviettes, des jouets recyclés et un petit sachet de bonbons au citron les préférés de Bastien. « Rose » cria Théo en courant vers elle. Bastien le suivit comme un tourbillon. Claire fut la dernière à s'approcher, mais lorsqu'elle l'enlaça, ce fut de tout son cœur. « Comment vont mes beaux enfants » demanda la dame en caressant leurs cheveux. « Vous m'avez tellement manqué cette semaine. » Ils s'assirent dans l'herbe, partageant le pain et les rires. Rose sortit un livre aux dessins anciens et commença à inventer une histoire. Claire se blottit contre elle, posant la tête sur son épaule. Pendant un moment, tout semblait normal, comme s'ils étaient une vraie famille. Mais Claire remarqua quelque chose d'étrange. Rose parlait plus lentement, son visage était plus pâle, et de profondes cernes entouraient ses yeux. Ses mains tremblaient en tenant le livre. « Ça va, Madame Rose » murmura-t-elle pour que les petits ne l'entendent pas. La femme la regarda avec tendresse. « Je suis une vieille dame, ma chérie. Parfois je me fatigue plus vite, c'est tout. » Mais Claire n'en était pas convaincue. Il y avait autre chose. En fin d'après-midi, au moment des adieux, Rose les serra chacun dans ses bras comme si elle ne voulait pas les lâcher. « Promettez-moi que vous resterez toujours unis, quoi qu'il arrive, dit-elle d'une voix brisée. « On le promet, répondirent-ils en chœur, sans comprendre pleinement le poids de ces mots. Claire la vit s'éloigner dans le couloir, marchant plus lentement que d'habitude. Sa silhouette rétrécissait à chaque pas. Quelque chose en elle lui souffla que c'était peut-être la dernière fois. Et ce le fut. 3 jours plus tard, Léa, l'assistante sociale, entra dans la salle où les enfants dessinaient. Elle appela doucement Claire, l'emmena dans une petite pièce et ferma la porte. « Ma chérie, il faut que je te dise quelque chose » commença-t-elle en s'asseyant en face d'elle. Claire ne dit rien. Elle la regarda, le cœur battant à tout rompre. Donia Rose est décédée cette nuit. C'était une crise cardiaque fulgurante, sans douleur. Claire baissa les yeux. Elle sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle ne pleura pas, elle serra simplement les poings sur ses genoux. « Je veux que tu saches qu'elle vous aimait énormément. Elle parlait toujours de vous, elle demandait sans cesse si vous alliez bien. »« Merci » murmura Claire. Quand elle retrouva ses frères, elle ne dit rien. Elle s'assit près d'eux et dessina en silence. Ce soir-là, tandis que les petits dormaient, elle écrivit dans son carnet. « D'abord maman, maintenant Rose. Il ne reste plus personne. Mais moi, je suis toujours là. Et je vais tenir bon. » Elle alluma une lanterne en papier qu'ils avaient fabriquée en classe et la posa près de la fenêtre, comme pour guider le chemin de celle qui n'était plus là. Ce soir-là, pour la première fois, elle se sentit vraiment seule. Le vendredi se leva sous un ciel couvert. Le gris du ciel semblait annoncer quelque chose. Claire s'éveilla avant ses frères. Elle s'assit sur le lit du haut, regardant Théo dormir en serrant son oreiller et Bastien ronfler doucement en bas. Elle ne voulait pas bouger, ne voulait pas que ce jour arrive. Mais il arriva. Après le petit déjeuner, Léa s'approcha avec un sourire qui tentait d'être chaleureux. « Claire, tu peux venir un moment avec moi, s'il te plaît ?» Elle hocha la tête en silence et suivit l'assistante sociale jusqu'à une pièce aux grandes fenêtres et à la moquette colorée. Sur un canapé était assis un jeune couple, elle, avec des boucles et une robe simple, lui, en chemise blanche, les mains nerveuses. « Voici Lucie et Rodrigo » dit Léa. Ils sont venus rencontrer Bastien.
Ils sont dans un processus d'adoption depuis longtemps et ils sont très heureux de faire sa connaissance. Claire resta debout, déglutit difficilement. Il l'emmène aujourd'hui. Léa baissa un peu la voix. Oui, si tout se passe bien. On sait que c'est difficile, mais il sera bien. Ils ont tout préparé pour l'accueillir et, surtout, il l'aime déjà beaucoup. Claire ne répondit pas. Elle sentit quelque chose se relâcher en elle, comme une corde qui se rompt. Elle fut reconnaissante de ne pas pleurer encore. Bastien jouait avec des blocs quand on l'appela. En voyant Lucie, il courut vers elle sans hésiter. La femme le serra tendrement. Rodrigo s'agenouilla et lui offrit une petite voiture qui faisait du bruit en roulant. L'enfant éclata de rire. Claire regardait depuis la porte, les bras croisés. Théo était à ses côtés, silencieux. Au bout de quelques minutes, Léa s'approcha de Claire. « Tu veux lui dire au revoir en privé ?» Elle acquiesça, prit Bastien par la main et l'emmena dans le jardin. Ils s'assirent ensemble sur le banc habituel. « Tu vas dans une nouvelle maison, tu sais, dit-elle, en essayant de garder sa voix ferme. Tu auras un lit rien que pour toi, des jouets, et de bons repas tous les jours. » Bastien la regarda avec de grands yeux. « Toi aussi, tu viens ?» Claire sentit un nœud dans l'estomac. « Non, mon cœur, mais je te retrouverai, je te le promets. » L'enfant l'enlaça de toutes ses forces. Claire le serra comme si c'était la dernière fois et au fond d'elle, elle savait peut-être que ça l'était. Théo arriva en courant avec un dessin froissé dans les mains. C'était un cœur avec les 3 frères et sœurs dessinés à l'intérieur. « Tiens, dit-il à Bastien, pour que tu ne nous oublies pas. » Le petit le prit comme s'il s'agissait d'un trésor. Lucie appela depuis l'entrée. C'était l'heure. Claire se pencha et embrassa le front de son frère. « Je t'aime, Benja. N'oublie jamais ça. »« Moi aussi je t'aime, » répondit-il d'une voix tremblante, puis il partit. Il marcha vers sa nouvelle famille à petits pas, se retournant encore et encore. Claire ne pleura pas devant tout le monde. Elle resta simplement là, debout, les yeux fixés sur la porte qui venait de se refermer. Ce soir-là, de retour dans le dortoir, elle se glissa sous les couvertures et laissa enfin couler les larmes qu'elle avait contenues toute la journée. Théo, allongé sur le lit du bas, murmura « Je vais prendre soin de lui comme tu l'aurais fait. » Claire ne répondit pas, elle serra simplement son oreiller contre elle. Une partie d'elle s'était envolée, mais il lui en restait encore une autre et elle savait qu'elle allait devoir se battre encore plus fort pour ne pas la perdre elle aussi. Le temps à la maison d'accueil s'écoulait dans un étrange mélange de routine et d'adieu. Chaque semaine, un enfant partait, et chaque fois qu'un sac à dos se refermait, Claire ressentait une douleur sourde dans la poitrine. Mais rien ne l'avait préparée à ce qui allait arriver un lundi matin. Léa entra dans la salle à manger avec une feuille à la main. Elle sourit en voyant Claire et Théo assis ensemble en train de partager un pain au lait. « Claire, tu peux venir un instant ?» Elle se leva aussitôt. Elle connaissait déjà cette voix, cette manière douce d'annoncer quelque chose de difficile. « C'est à propos de Théo ?» demanda-t-elle dès qu'elles furent seules. Léa acquiesça. « Une très bonne famille souhaite le rencontrer. Ils viennent demain. C'est un couple stable avec un enfant du même âge. On pense que c'est une belle opportunité. » Claire resta silencieuse, sentant le sol se dérober à nouveau sous ses pieds. « Et, ils ne peuvent pas nous adopter tous les deux ? » On a essayé, Claire, mais pour l'instant, ils ne veulent qu'un enfant. Ils n'ont pas les moyens pour 2. Elle baissa la tête. Elle n'avait plus la force de discuter. Elle hocha simplement la tête, les yeux pleins de larmes. Le lendemain, Théo enfila ses plus beaux habits, un t-shirt propre, un jean repassé et les chaussures que Rose lui avait offertes quelques mois auparavant. Il était nerveux. « Et s'ils ne m'aiment pas ?» demanda-t-il pendant que Claire l'aidait à coiffer ses cheveux. « Ils vont t'adorer, » répondit-elle, se forçant à sourire. « Tu es gentil, drôle, courageux. » Théo la regarda sérieusement. « Et si je t'oublie ? » « Ça n'arrivera pas, » dit Claire d'une voix brisée. « Parce que je ne te laisserai jamais m'oublier. »
La famille arriva dans l'après-midi. C'était un couple calme, au sourire sincère. L'enfant qui les accompagnait avait le même éclat curieux dans le regard. Lui et Théo s'entendirent aussitôt. Claire observait de loin. Elle ressentait à la fois de la fierté et de la douleur. Théo grandissait, avançait, se débrouillait. Après un moment passé ensemble, l'instant tant redouté arriva. Léa s'approcha doucement de Claire. « Tu peux lui dire au revoir maintenant, si tu veux. » Claire s'avança vers Théo et le serra si fort dans ses bras que ses muscles en souffrirent. « Je t'aime, mon petit frère. Tu fais partie de mon cœur. N'oublie jamais ça. Toi aussi, tu fais partie du mien, murmura-t-il en sanglotant. Prends bien soin de toi et promets-moi que tu viendras me chercher un jour. Je te le promets. Elle lui tendit un petit carnet rempli de dessins, de phrases qu'elle avait écrites, de souvenirs, de blagues, de chansons qu'ils chantaient ensemble. C'est pour toi. Emporte-le avec toi. Théo la serra une dernière fois dans ses bras, puis s'éloigna, se retournant à chaque pas pour la regarder. Comme Bastien l'avait fait. Claire resta seule dans le couloir. Il n'y avait plus de petites mains à tenir, plus de rire à ses côtés. Elle retourna dans sa chambre en silence. Elle s'allongea sur le lit vide. Ce soir-là, elle écrivit dans son carnet, « Aujourd'hui je suis restée seule, mais pas vide, car j'ai la mémoire. Car j'ai un but, et un jour, nous serons de nouveau réunis. » Et tandis que la brise s'endormait, Claire pleura en silence, avec la dignité de celle qui a tout perdu, mais refuse d'abandonner. Le changement de foyer ne fut pas facile. Claire n'était plus une enfant comme les autres. En quelques mois, elle avait grandi plus que certains en plusieurs années. En arrivant dans le nouveau centre, elle se retrouva entourée d'inconnus, avec de nouvelles règles, de nouveaux lits, de nouveaux horaires. Mais ce qui lui manquait le plus, c'était ce qu'elle n'avait plus, le rire de Bastien, les bêtises de Théo, les nuits partagées dans le silence. À présent, le silence n'appartenait qu'à elle. Pourtant, elle ne se permit pas de flancher. Elle s'accrocha à la routine comme à une bouée de sauvetage. Elle se levait tôt, aidait les assistantes avec les plus petits. Elle lisait chaque livre qui lui tombait sous la main et devint la meilleure élève de l'école où on l'avait inscrite. Claire est une enfant spéciale, disaient les professeurs. Silencieuse, mais brillante. Elle ne le faisait pas pour être reconnue, elle le faisait pour eux. Chaque bonne note, chaque devoir rendu était un pas de plus vers cet avenir qu'elle s'était promis, un avenir où elle pourrait les retrouver, les étreindre et leur offrir plus que des promesses vides. À 15 ans, elle obtint une bourse pour intégrer un lycée technique. Elle pouvait choisir entre soins infirmiers, comptabilité, électricité, mais elle choisit la cuisine. Pourquoi la cuisine ? Demanda la directrice. Parce que quand je cuisine, je me souviens de ma mère, de mes frères. C'est comme s'ils étaient encore avec moi. C'est ainsi qu'elle se lança dans des études de gastronomie, avec un tablier emprunté, les mains tremblantes et le cœur chargé de souvenirs. Elle travaillait à mi-temps dans une petite boulangerie, elle lavait les plateaux, balayait le sol, servait le café aux clients. Parfois, le patron lui laissait préparer la pâte, et même si elle rentrait chez elle épuisée, elle se sentait vivante. Avec le peu d'argent qu'elle gagnait, elle achetait des ingrédients bon marché et faisait des expériences dans la cuisine du foyer. Elle préparait des pains sucrés comme ceux que Rose apportait les dimanches, du riz au lait comme celui de sa mère, des biscuits en forme de cœur à offrir aux plus petits de l'abri. Claire cuisine comme les anges, disaient les enfants en se léchant les doigts. Et elle souriait, car en les regardant savourer, elle imaginait Bastien se léchant les doigts, Théo lui demandant encore un morceau. Un jour, son professeur de technique culinaire l'appela à la fin du cours. « Claire, tu as du talent. Tu ne cuisines pas seulement bien, tu cuisines avec ton âme. As-tu pensé à participer à un concours ?» Elle rit timidement. « Un concours ? Moi. Oui. Il y a des appels à candidature pour une émission de télévision. Tu n'as rien à perdre. Tu pourrais raconter ton histoire, montrer qui tu es. » Claire rentra chez elle avec cette idée qui tournait dans sa tête.
Elle regarda son cahier de recettes, ses notes tachées de farine et pensa, et si j'en étais capable? Ce soir-là, elle écrivit une nouvelle promesse, je vais aller loin. Pas seulement pour moi, mais pour maman, pour Théo, pour Bastien. Pour qu'un jour, où qu'ils soient, ils sachent que je ne les ai jamais oubliés. Elle alluma le vieil ordinateur portable de l'abri, demanda la permission de l'utiliser quelques minutes, et commença à enregistrer sa vidéo. Face à la caméra, d'une voix simple mais assurée, elle raconta comment la cuisine était devenue son refuge, son espoir. Ce n'était que le début, mais elle le sentait, quelque chose allait changer. La vidéo que Claire enregistra pour le concours n'avait ni montage professionnel, ni cuisine élégante en arrière-plan. Il n'y avait qu'elle. Dans un coin modeste de l'abri, avec une blouse blanche empruntée et les yeux pleins d'honnêteté, elle parla de la manière dont la cuisine avait le pouvoir de rassembler, de guérir, de faire revivre les souvenirs. Elle parla de sa mère, de ses frères, et de comment chaque recette qu'elle préparait contenait un morceau de leur histoire. Un mois plus tard, elle reçut un email qu'elle lut les mains tremblantes. Félicitations, vous avez été sélectionné pour participer à Cuisine du Cœur. Préparez-vous à vivre une expérience qui pourrait changer votre vie. Elle resta silencieuse devant l'écran. Puis, peu à peu, un sourire se dessina sur son visage. Ce n'était pas seulement de l'émotion, c'était de l'espoir. Une porte venait enfin de s'ouvrir. L'émission était enregistrée à Lyon. C'était la première fois que Claire voyageait seule en bus, avec une petite valise à peine fermée. Au foyer, on lui avait prêté un manteau, une paire de chaussures neuves, et même préparé un petit paquet de biscuits pour la route. Fais-leur goûter à la magie de tes mains, lui dit une des éducatrices en la serrant dans ses bras. En arrivant sur le plateau de l'émission, elle se sentit submergée. Des lumières, des caméras, des gens courant dans tous les sens. Mais lorsqu'on lui remit son tablier avec son nom brodé, elle le serra dans ses mains comme un trophée. « Tu es Claire Rivière, n'est-ce pas ?» demanda un des assistants. « Oui », répondit-elle, un peu nerveuse. « Bienvenue. Tu es la plus jeune du groupe, mais ne t'en fais pas, ici c'est le cœur qui compte, pas l'âge. » Le premier défi consistait à préparer un plat libre qui raconte son histoire. Claire inspira profondément et se souvint du riz au lait que sa mère préparait quand il n'y avait presque plus rien à la maison. Elle le cuisina avec soin, en y ajoutant des épices douces et une touche de zeste d'orange, comme Charlotte le faisait. Quand elle présenta le dessert au juge, l'un d'eux lui demanda : « Que représente ce dessert pour toi ?» Elle déglutit. « Ma mère nous le préparait quand nous n'avions rien d'autre. » Ce n'était pas grand-chose, mais elle le servait avec un sourire, et cela suffisait. Ce plat, c'est elle. Les juges goûtèrent en silence. L'un d'eux ferma les yeux, ému. « Ce goût serre le cœur, dit-il. » Semaine après semaine, Claire progressait. Chaque plat portait un souvenir, des croquettes de pommes de terre comme celle de Madame Rose, un pain farci appris dans la boulangerie où elle avait travaillé, des biscuits en forme d'étoile qu'elle préparait pour les plus petits du foyer. Le public commença à remarquer sa sensibilité. Elle ne racontait pas toute son histoire, mais elle laissait des indices. Ses mots étaient sincères. Ses yeux disaient plus encore que ses recettes. Sur les réseaux sociaux, on l'appelait la fille des souvenirs. Elle ne se sentait pas célèbre, elle se sentait écoutée. Pour la première fois, sa voix atteignait les autres. Le soir, dans la petite chambre d'hôtel mise à disposition par la production, elle écrivait dans son carnet. « Aujourd'hui, j'ai cuisiné pour maman. Demain, ce sera pour Théo, puis pour Bastien. Un jour, ils sauront que je n'ai jamais cessé de penser à eux. » La compétition continuait, mais quelque chose avait déjà changé en elle. Claire ne cuisinait plus seulement par amour, elle cuisinait pour retrouver, pour guérir, pour recoller ce que la vie avait séparé. Claire ne savait pas si elle était plus nerveuse à cause des caméras ou à l'idée que quelqu'un, quelque part, puisse la reconnaître. Chaque fois que l'animateur disait son nom, elle ressentait un mélange de fierté et de peur. Et si Théo ou Bastien la regardaient ? Et s'il ne se souvenait plus d'elle ? Mais elle ne pouvait pas s'arrêter.
Elle était arrivée jusque-là avec rien d'autre que sa volonté et les recettes de sa mémoire. Elle devait continuer. Un matin, lors d'une interview avant un nouveau défi, un des producteurs lui demanda: « Claire, ta cuisine a une touche très personnelle. D'où vient ton inspiration ?» Elle sourit doucement et baissa les yeux. « Elle vient de beaucoup d'endroits, mais surtout de ce que j'ai perdu. Cuisiner, c'est ma manière de ne pas oublier. » Elle n'en dit pas plus. Elle ne prononça aucun nom, mais ses mots restèrent en suspens comme des miettes que le public allait suivre. Cette semaine-là, le défi consistait à préparer un plat représentant des retrouvailles. Les autres participants parlèrent de grands-parents, de voyages, de goûts d'enfance. Claire resta un moment sans rien dire, puis ferma les yeux et se souvint d'une chose très simple, des tartines grillées préparées avec ses frères, du pain rassis et du beurre fondu. Ce n'était pas grand-chose, mais pour eux, c'était un festin. Elle prépara une version raffinée de ces tartines croustillantes, avec du beurre aux épices, une touche de miel et de cannelle. Elle les avait accompagnées d'un petit mot écrit à la main, pour quand nous serons à nouveau réunis. L'un des membres du jury, en lisant la phrase, la regarda avec curiosité. « Tu espères retrouver quelqu'un ?» Claire acquiesça sans entrer dans les détails. « Oui. Et je suis en train de cuisiner le chemin du retour. » Quelques jours plus tard, l'équipe de l'émission demanda aux participants d'enregistrer une courte vidéo destinée aux réseaux sociaux. Elle ne devait durer qu'1 minute et répondre à une question simple: « Pourquoi cuisines-tu » Claire s'enferma dans sa loge, le cœur noué. Elle réfléchit longuement avant de parler. Puis elle alluma la caméra et, d'une voix tremblante mais claire, elle dit: « Je cuisine parce que c'est ma manière de résister. Parce que, quand ma mère est partie, quand on m'a séparé de mes frères, quand je me suis retrouvé seul, la seule chose qui m'a maintenu debout, c'était le souvenir. Cuisiner est ma façon de leur dire que je ne les ai pas oubliés, que je les aime encore et que, s'ils me regardent, je suis là. Je les ai toujours attendus. » Elle envoya la vidéo sans réfléchir davantage, tremblante à l'intérieur. Elle savait qu'elle avait franchi un cap, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais elle savait aussi que, si ses frères étaient quelque part, ils auraient désormais un indice. La réaction du public fut immédiate. La vidéo devint virale. Des commentaires affluèrent de tout le pays. Certains parlaient de son histoire, d'autres disaient simplement que sa cuisine les avait fait pleurer. Mais ce qui bouleversa le plus Claire fut un message anonyme arrivé dans la boîte du programme. « J'ai vu cette fille à la télé. Je crois savoir qui elle est. Mon fils avait une sœur qui cuisinait comme ça. Hier, sans que je ne dise rien, il l'a dessinée. » Claire ne savait pas si c'était réel, si c'était un signe ou seulement une illusion. Mais ce soir-là, en fermant les yeux, elle s'autorisa quelque chose qu'elle ne s'était pas permis depuis longtemps, imaginer. Elle imagina leur visage, leur voix, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit un véritable espoir. Claire progressait dans la compétition, mais avec chaque nouveau défi, elle sentait que le véritable combat se jouait en dehors de la cuisine. À chaque plat qu'elle préparait, elle pensait: « Et si Théo le voyait ? Et si Bastien s'en souvenait ?» Le poids du passé ne la ralentissait pas. Au contraire, il la poussait en avant avec encore plus de force. Les juges ne parlaient plus seulement de technique, ils commençaient à remarquer ce que tout le monde voyait chez soi. Il y avait quelque chose de plus dans ces plats, quelque chose qu'on n'enseigne pas. « Tu as une sensibilité unique », lui dit un chef lors de la dernière épreuve d'élimination. « Chaque saveur raconte quelque chose, comme si tu cuisinais à partir d'une blessure, mais avec tendresse. » Claire ne répondit qu'avec un sourire timide. Elle ne savait pas quoi dire. Cuisiner avait été son refuge, mais c'était devenu son langage. Et chaque plat, une lettre ouverte à ses frères. Pour la finale de l'émission, les producteurs mirent en place une épreuve spéciale. Les finalistes allaient cuisiner pour un groupe de personnes ordinaires, ayant toutes traversé des épreuves de vie. C'était une manière de créer une connexion humaine, au-delà du domaine culinaire. À Claire, on attribue à Claire, une mère célibataire ayant perdu son plus jeune fils à cause d'une maladie.
Lors de leur conversation, Claire parla de ce que sa vie était devenue depuis, du vide à table, du silence laissé par une chaise vide. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle prit ses mains et dit simplement. Je sais ce que c'est que de cuisiner pour quelqu'un qui n'est plus là. Mais j'ai toujours senti que tant que je cuisine, il reste près de moi. Elle prépara pour Claire un plat simple, une soupe de légumes avec du pain grillé à l'ail, comme celui que sa mère préparait quand quelqu'un était malade. En le goûtant, Claire fondit en larmes. Ça a le goût du réconfort, dit-elle en sanglotant. Ça a le goût de la maison. Ce moment fut diffusé dans tout le pays. Et même si Claire ne le savait pas, cette scène toucha bien plus d'écrans qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Pendant ce temps, dans une maison modeste de Guanajuato, une femme alluma la télévision pendant que son fils finissait ses devoirs. L'enfant de 10 ans leva les yeux juste au moment où Claire apparut à l'écran. « Maman N !» s'écria-t-il soudain. « C'est elle, celle de mon dessin. » La mère, déconcertée, prit le cahier de son fils. Sur une page, l'enfant avait dessiné 3 personnages, lui-même, un plus petit garçon, et une fille plus grande, portant un tablier et une cuillère à la main. Au-dessus, avec une écriture maladroite, il avait écrit « Elle va nous retrouver ». La mère ne comprenait pas comment ce dessin avait pu surgir sans que personne n'en ait jamais parlé. « Qui t'a parlé de cette fille, mon chéri ?» demanda-t-elle. « Personne. Je l'ai juste rêvé, » répondit-il en haussant les épaules. « Mais elle lui ressemble. C'est elle. » Pendant ce temps, Claire avançait toujours. Chaque fois qu'elle atteignait une nouvelle étape, elle pensait qu'elle n'avait plus rien à offrir. Mais alors, quelque chose en elle, peut-être une promesse faite à sa mère, le souvenir des étreintes de Rose ou la voix de Théo riant la poussait à continuer. Elle ne savait pas comment tout cela allait finir, ni si elle allait gagner, mais elle savait qu'elle avait déjà remporté quelque chose d'inestimable. L'attention d'un pays, la possibilité d'être retrouvée, et la certitude que cuisiner n'était pas qu'un geste, c'était un pont. Un pont qui, enfin, donnait des signes de vie de l'autre côté. La grande finale arriva, le cœur de Claire battant plus fort que jamais. Ce matin-là, en ouvrant les yeux, elle sut que plus rien ne serait comme avant. Le plateau était illuminé, envahi de caméras et d'un public plus nombreux qu'à n'importe quelle autre étape de l'émission. Les finalistes portaient leurs plus beaux tabliers. Leurs prénoms brillaient, brodés sur la poitrine. Mais chez Claire, ce qui brillait vraiment, c'étaient les souvenirs qui l'avaient menée jusque-là. L'animateur annonça l'épreuve, préparer un plat qui représenterait la raison pour laquelle chacun était arrivé jusqu'ici. Un plat qui raconte leur histoire, qui parle pour eux. Claire inspira profondément, resta quelques secondes en silence, ferma les yeux et, un instant, sentit sa mère à ses côtés, lui replaçant une mèche de cheveux derrière l'oreille. Puis elle pensa à Rose, à ces moments où elle lui offrait des pains sucrés enveloppés dans des serviettes. Elle pensa à Théo et Bastien, aux tartines qu'ils partageaient quand il ne restait que du vieux pain. Et elle comprit. Elle allait préparer un menu simple, une soupe épaisse aux épices douces, du pain grillé avec du beurre aux herbes, et en dessert, du riz au lait décoré de cannelle en forme de cœur. Ce n'était ni gastronomique ni exotique, mais c'était le sien. Pendant qu'elle cuisinait, ses mains tremblaient légèrement non pas par peur, mais d'émotion pure. À chaque geste, elle ajoutait des ingrédients et des souvenirs, une pincée d'amour, une poignée d'absence, une dose entière d'espoir. Au moment de présenter son plat devant le jury, le studio se fit silencieux. Elle disposa chaque élément avec soin, puis leva les yeux. Les juges la regardaient attentivement. « Claire, » dit l'un d'eux, « depuis des semaines, tu nous émeus avec ta cuisine. Mais aujourd'hui, nous voulons en savoir plus. Qu'est-ce qui t'a conduite jusqu'ici? Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer quand tout semblait si difficile ?» Elle avala sa salive, regarda le public. Les lumières l'éblouissaient, mais quelque chose en elle lui disait que le moment était venu. « Je ne suis pas venue ici pour gagner un concours, » commença-t-elle d'une voix assurée. « Je suis venue parce que j'ai perdu ma mère quand j'étais petite. Je suis restée seule avec mes frères, et peu après, on nous a séparés. Depuis,
je vis avec un seul objectif, les retrouver. Le public retint son souffle. Cuisiner a été la seule chose qui m'a permis de tenir. Chaque recette que j'apprenais était une manière de me souvenir, de leur dire sans mots que je les aime encore, que je ne les ai jamais oubliés. Elle s'approcha du dessert. Ce riz au lait, c'est celui que préparait ma mère quand on n'avait presque rien. Je l'ai cuisiné 1000 fois dans ma tête jusqu'à ce qu'il ait exactement le même goût. Aujourd'hui, je le sers le cœur grand ouvert, car si vous regardez ceci, Théo, Bastien, je suis là. Un profond silence s'installa. Puis une vague d'applaudissements enveloppa le plateau. Les juges étaient visiblement émus. L'un d'eux se leva et déclara. Ce n'est pas seulement de la cuisine, c'est de l'amour transformé en plat. Parmi le public, 2 adolescents se regardèrent. L'un tenait un carnet serré contre sa poitrine, avec des dessins d'enfants sur la couverture. L'autre, les yeux remplis de larmes, murmura. C'est elle, ça ne peut être qu'elle. Et alors, ils se levèrent. Le moment approchait. Claire ne le savait pas encore, mais son histoire avait déjà touché tous les cœurs, et le destin s'apprêtait à lui servir la réponse tant attendue. Le restaurant Trois Saveurs était devenu bien plus qu'un simple commerce. C'était un refuge pour les histoires de vie. Depuis le premier jour, aucun client n'était entré sans ressentir quelque chose de particulier. Ce n'était pas seulement les plats faits maison, ni la chaleur du lieu décoré de photos d'enfance et de recettes manuscrites. C'était quelque chose de plus profond, l'âme d'une famille qui avait refusé d'être oubliée. Sur l'un des murs était accrochée une photo spéciale, Claire, Bastien et Théo, enlacés devant le plateau de l'émission où ils s'étaient retrouvés. En dessous, une simple plaque disait « L'amour nous a recuisinés ». Claire partageait son temps entre les fourneaux et les visites à ses frères. Chaque dimanche, elle préparait des biscuits au citron avec Bastien. Avec Théo, elle explorait de nouvelles recettes, partageant rires et souvenirs à chaque étape. Les familles adoptives de ses frères s'étaient tant rapprochées de Claire qu'elle formait désormais un cercle uni, ouvert, où tous savaient que ce qui comptait n'était pas le sang, mais les liens que l'on choisit et construit ensemble. Le samedi soir, Claire fermait le restaurant 1 heure plus tôt. À ces moments-là, elle s'asseyait seule face à la cuisine éteinte, écrivant dans le carnet qui l'avait accompagnée toute sa vie. Elle y notait de nouvelles recettes, des pensées éparses, de petites lettres adressées à sa mère. Maman N, aujourd'hui j'ai servi du riz au lait à une dame qui te ressemblait beaucoup. Elle m'a regardé les yeux brillants et m'a dit que ça lui serrait la gorge. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de la serrer dans mes bras. Parfois, les larmes lui embuaient les yeux, mais elles ne faisaient plus aussi mal. Elles étaient douces, comme les larmes qu'on verse en coupant un oignon inévitable, mais faisant partie du processus. Un jour, alors qu'elle fermait la caisse, un petit garçon s'approcha du comptoir. Il tenait la main de sa grand-mère et dans l'autre main un dessin coloré représentant 3 personnes, une grande fille, un garçon avec des lunettes et un autre avec un immense sourire. Il lui tendit timidement le dessin. « C'est vous, Claire ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, surprise. « Ma mamie m'a raconté ton histoire. Moi aussi, je veux cuisiner pour ma petite sœur quand elle sera grande. » Claire se baissa, lui caressa tendrement la tête et répondit. « Alors, n'arrête jamais. Cuisiner, c'est une façon de dire je t'aime, même quand on ne trouve pas les mots. » Les soirées aux Trois Saveurs étaient paisibles, et dans chaque recoin flottait la certitude que le temps peut faire souffrir, mais aussi guérir. Claire savait qu'elle ne pourrait jamais récupérer les années perdues, mais elle savait aussi qu'elle avait gagné quelque chose d'encore plus fort, le droit de regarder en arrière avec amour et de regarder devant avec espoir. Car quand la vie lui avait tout pris, elle avait cuisiné un pont. Et de l'autre côté, sa famille l'attendait. Si cette histoire vous a touché autant que nous en la racontons, dites-nous en commentaire quelle partie vous a le plus ému. Votre soutien, en likant ou en partageant cette vidéo, peut aider d'autres personnes à découvrir des récits qui nous rappellent la valeur de la famille, de l'amour et de l'espoir. Chaque clic est une manière de faire vivre ces histoires qui inspirent et transforment. Et si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à découvrir des histoires vraies, émouvantes et pleines de leçons de vie,
Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines émotions que nous vous préparons. Dites-nous aussi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Nous serions ravis de savoir jusqu'où cette histoire peut voyager.